Voilà, j'ai donc 15 minutes pour vous parler de la place de la thrombolyse et comment la rendre disponible. Évidemment, cette présentation n'est pas en cours magistral, pas la prévention. C'est simplement un support, je viens de dire ça comme ça, pour nous permettre d'échanger un peu sur cette question de la thrombolyse et spécifiquement dans notre contexte et dans notre milieu. Nous allons commencer effectivement par quelques définitions. Je pense que l'auteur Zali a déjà balisé le terrain. D'abord, la cardiopathie chimique, je ne vais pas vous la refaire, un ensemble de troubles dus à l'insuffisance des apports d'oxygène du myocarde, du fait du développement des complications de l'athérosclérose au niveau d'une de plusieurs artères coronaires. Ça, c'est vraiment très vaste. C'est l'ensemble des cardiopathies chimiques. Donc, dans ces cardiopathies chimiques-là, nous avons la notion de syndrome coronarien aigu, qui elle est une entité assez hétérogène qui regroupe outre l'angor instable, l'infarctus du myocarde avec ou sans molécule. Et que classiquement, le Dr Zali l'a dit, on divise en syndrome coronarien aigu ST- et syndrome coronarien aigu ST+, qui sont des notions vraiment électrocardiographiques. En ce sens que le ST- est caractérisé par des modifications ECG qui peuvent être transitoires avec notamment sur les charges du segment ST, donc simplement les inversions montées. Et que le ST+, lui, est caractérisé par une persistance d'élévation du segment ST, avec des critères bien définis de dérivation contiguë, 1 mm dans les primordiales, 1 mm dans les périphériques, etc. Donc ça, c'est vraiment la définition du syndrome coronarien ST+. Ce syndrome coronarien ST+, voilà. Donc ces modifications ECG, je vous disais, donc voilà, ces modifications ECG sont en fait la traduction d'un phénomène anatomopathologique bien précis. Pour ce qui est du ST-, c'est une occlusion, voire une subocclusion de l'artère coronaire, alors que le ST-, c'est plutôt une sténose serrée. Donc le ST+, ici, est une occlusion quasi complète d'une artère coronaire, avec évidemment un thrombus qui est beaucoup plus riche en fibrine que le thrombus qu'on retrouve dans le ST-. Avec ce substrat-là, que cette occlusion va entraîner dans les 6 heures maximum une nécrose myocardique complète, avec le pronostic à court terme qu'on connaît, que ce soit en termes de mort subite, que ce soit en termes de complications hémodynamiques graves, et donc il nécessite, dans ces cas-ci, une réperfusion en urgence. Alors, sur le plan clinique, on a vu sur le plan anatomique, mais qu'est-ce qui va en fait nous guider, nous indiquer cette réperfusion en urgence? C'est l'électrocardiogramme. Lorsque nous sommes devant une forte probabilité de syndrome coronarien, suivez les flèches rouges, dès que l'ECG est contributif ici veut dire simplement ST+, directement vous êtes face à un cas de désobstruction en urgence. Les autres branches de l'algorithme sont notamment l'angor instable, s'il n'y a pas de trombone positif, l'infarctus avec ou sans molécule. Mais dès que l'ECG est contributif, on se retrouve ici devant un cas de désobstruction, on va dire ça comme ça, de façon générale en urgence. Et quels sont les moyens que nous avons donc pour cette désobstruction en urgence? Nous avons la thrombolyse. Voilà. Donc, ce que nous avons comme arsenal dans cette stratégie de désobstruction, il y en a plusieurs. On peut évidemment réaliser une angioplastie. Ça, c'est la méthode la plus recommandée. En tout cas, c'est l'une des méthodes. On peut même faire un pontage artério-coronarien en urgence. C'est vrai que les indications sont beaucoup plus précises que celle de l'angioplastie primaire, par exemple. Et puis, il y a la thrombolyse. Chaque méthode, que ce soit la méthode par angioplastie primaire, par thrombolyse, a ses avantages. L'angioplastie primaire a quand même le grand avantage. Donc, vous savez tous ce que c'est l'angioplastie primaire. Il s'agit d'aller au niveau de l'artère par voie percutanée, réouvrir, donc désobstruer cette artère qui est bouchée avec, en gonflant un ballonnet au niveau de la sténose, avec pas poser l'instinct. C'est maintenant fortement recommandé de mettre un stent lorsqu'on fait une angioplastie primaire. Donc, je sais que cette angioplastie primaire a le grand avantage d'établir de façon assez rapide un flux satisfaisant dans 90% des cas.
Elle traite d'emblée la lésion coronaire et la sclérose sous-jacente. Et en plus, elle ne majeure pas le risque hémorragique cérébral. Elle réduit la mortalité à moins de 10%. Donc c'est vraiment une méthode relativement fiable, sûre, en tout cas lorsqu'elle est pratiquée par les équipes expérimentées. Mais elle a malheureusement le gros inconvénient de nécessiter une organisation qui est lourde, tant en termes de matériel qu'en termes de ressources humaines. Le montage à l'autocoronarien, je n'en parle pas tellement, mais vous savez tout ce que c'est. Il s'agit, on peut le faire en urgence aussi, c'est une méthode d'obstruction entre guillemets rapide, de faire donc un pontage entre l'artère qui est bouchée, entre l'aorte, et donc faire ce pontage en aval de la lésion. On le fait encore en urgence, c'est quand même beaucoup plus rare. Et puis à la thrombolyse. La thrombolyse, c'est simplement, donc, ça c'est vraiment la définition du LAROS, technique médicale destinée à dissoudre en urgence un caillot qui bouche l'artère. C'est aussi simple que ça. La thrombolyse a effectivement un taux de réussite de réperfusion d'environ 60%. Vous voyez que c'est beaucoup moins bien qu'une angioplastie primaire. Il y a un risque plus élevé d'hémorragie, ça aussi, contrairement à l'angioplastie primaire qui ne prend pas le risque d'hémorragie. Elle permet néanmoins de réduire la mortalité, surtout la mortalité préhospitalière de 11 à 51%, ce qui est déjà important. Mais le gros avantage de la thrombolyse, c'est vraiment sa simplicité d'utilisation. On peut la réaliser n'importe où. On n'a pas besoin de grand-chose. Une seringue pour les molécules qui s'injectent en bolus. On a besoin de vraiment pas de grand-chose pour à la limite d'une perfusion, une voie veineuse. Donc, l'avantage de la thrombolyse par rapport à l'angioplastie, c'est vraiment sa simplicité d'utilisation. Les résultats sont peut-être moins impressionnants, mais en tout cas, en termes d'utilisation, c'est la méthode la plus accessible, on va dire ça comme ça. Alors, où est-ce que se situe la thrombolyse dans cet algorithme de prise en charge du syndrome coronarien aigu? Vous l'aurez compris, c'est d'abord essentiellement le ST+, d'abord. Et dans les recommandations, la thrombolyse est réalisée si l'angioplastie n'est pas réalisable dans les délais. Alors il faut réaliser une fibrinolyse, une thrombolyse, une recommandation de grade A. Et c'est quoi ces délais? Je pense que le thèse avait montré un peu cette diapositive-là. Lorsque nous sommes face à un cas de syndrome coronarien aigu, vous connaissez tous la fameuse notion de time is muscle. Plus on passe du temps, je vous dis tout à l'heure, cette artère coronaire qui est bouchée, on a maximum 6 heures pour que la nécrose myocardique soit complète. Et donc on court vraiment en plein temps. Dans la recommandation, rappelez-vous, tous les temps qu'on donnera ici sont les temps à partir du premier contact médical, first medical contact. Ce n'est pas le temps à partir du début des symptômes, ce qui est différent. C'est vraiment le temps à partir du premier contact médical. Alors, qu'est-ce qui est préconisé? Si nous sommes dans une institution avec une angioplastie disponible, on peut faire ici, malheureusement, on fait l'angioplastie, on va à l'angioplastie primaire directement. Si nous sommes dans une structure hospitalière, on peut réaliser une angioplastie, les recommandations veulent qu'on aille directement à l'angioplastie primaire. Si par contre, nous sommes dans une formation sanitaire ou dans un endroit où il n'y a pas d'angioplastie disponible, on peut, supposons, nous sommes ici à Donla, j'ai un patient qui fait un syndrome coronarien aigu dans une clinique qui s'est créée, l'hôpital général n'est pas bien loin. S'il y a la possibilité de réaliser une angioplastie dans les 2 heures, alors il faut privilégier l'angioplastie. Si ce n'est pas le cas, alors la thrombolyse doit être réalisée. Là, c'est une recommandation de grade A. La thrombolyse doit être réalisée si l'angioplastie n'est pas réalisable dans les 2 heures. L'algorithme diagnostique se poursuit. Si jamais il y a échec de la thrombolyse, on peut encore faire ce qu'on appelle l'angioplastie de sauvetage. S'il y a succès de la thrombolyse, on peut réaliser une coronographie, généralement entre 3 et 24 heures. La recommandation parle de 2 heures après le succès de la thrombolyse. Il faut quand même aller réaliser une coronographie. On a, vous l'avez compris, à peu près, pour ce qui est de la thrombolyse efficace vraiment au tout début. Elle est efficace au tout début du syndrome coronarien aigu. Logiquement, on demande qu'elle soit réalisée 10 minutes après le premier contact médical, c'est le délai. 10 minutes après, on doit pouvoir commencer à réaliser la thrombolyse. Elle est efficace, beaucoup plus efficace lorsqu'elle est réalisée dans les 3 premières heures qui suivent les symptômes. 6 heures aussi. On peut la réaliser jusqu'à 12 heures après le début des symptômes. Après 12 heures, il n'y a plus vraiment de véritable bénéfice. Donc, pour résumer, c'est effectivement la thrombolyse, c'est vraiment le syndrome coronarien aigu ST+, si la disponibilité d'intervention coronarienne percutanée
sus-décalage du segment ST, ils ont rajouté dans les dernières recommandations le bloc de branche gauche récent. Ce qui veut dire que, contrairement à ce qu'on faisait avant, on a le droit, en tout cas, on peut thromboliser un patient qui présente un syndrome coronarien aigu clinique clair avec un ECG en bloc de branche gauche récente. Ça, c'est devenu une indication de thrombolyse. Donc voilà, je l'ai dit, les plus grands bienfaits de la thrombolyse, c'est dans les 3 heures à peu près. N'oubliez jamais, dans la thrombolyse, il y a quand même des contre-indications. Prenez le temps dans les 10 minutes de poser quand même la question à votre patient au niveau de l'anamnèse. On ne va pas commencer à thromboliser un patient qui a une hémorragie intracrânienne ou AVC connu depuis moins d'un an, un traumatisme crânien récent ou en tout cas une hémorragie active. Il y a quand même des contre-indications à la thrombolyse. Les traitements adjuvants, docteur Nzali en a parlé un peu. Pour ce qui est du cas spécifique de la thrombolyse, l'aspirine, toujours d'actualité. Le clopidogrel, contrairement pour ST, le clopidogrel reste indiqué, sauf qu'actuellement, on préconise quand même de faire une suite au 3e jour par le cyclabulaire ou le prasugrel. Et parmi les poids comme le clair est indiqué, contrairement au patient qui va passer une angioplastie pour lesquels on préfère les héparines non fractionnées. Pour ce qui est de la thrombolyse, ce sont des héparines de voie moléculaire qui sont indiquées. N'oubliez pas le traitement mental. Critères de réperfusion, ça on l'a dit, il faut surveiller le patient, monitoring. Bon critère de réperfusion, c'est la douleur. Normalement, lorsque la thrombolyse est une réussite, la douleur régresse. On peut avoir des arythmies de réperfusion qu'on voit les CG au monitoring. Un bon critère, c'est la régression du segment ST. Donc on regarde simplement la dérivation dans le segment ST était maximal, on regarde 90 minutes après. Logiquement, pour parler de succès, il faut qu'on ait une régression du segment ST de plus de 50%. Voilà. Je termine rapidement sur ça. Comment la rendre disponible? Ça, c'est une carte qui montre la répartition des 4 labs dans un pays comme la Belgique. Regardez, c'est un tout petit pays, la Belgique. Il y en a à peu près, je crois, 50, c'est ça? Regardez. Il y a à peu près, donc en 2016, 50 hôpitaux avec cathétérisme cardiaque, donc 4,8 millions d'habitants. En France, c'est 193 hôpitaux. Ce qui veut dire que cet algorithme diagnostique, effectivement, donne une place relativement limitée à la thrombolyse dans ce contexte-là. Parce que, honnêtement, on a toujours, quand même, si vous voyez bien cette carte, je regarde encore ici la région de Charleroi, je crois que c'est à peine 20-30 km, il y a des hôpitaux à peine 20 km de distance sur les 4 labs. Donc, la thrombolyse reste vraiment très très limitée, mais dans notre contexte, je pense qu'on n'a pas tellement de choix. On n'a pas beaucoup de 4 labs chez nous. La thrombolyse reste quand même chez nous une option qui est pratiquement la seule dans les ST, dans le syndrome coronarien ST+. Donc, comment la rendre disponible? Il faut dire que les différentes molécules que nous avons, streptokinase, activise, techniplase et rémiplase, sont en tout cas pour ce qui est du Cameroun quasiment tous disponibles. La métallyse reste la molécule la plus indiquée du fait de sa facilité d'utilisation. Là, c'est un bonus en fonction du poids, contrairement aux autres, il ne faut pas avoir fait les versions intraveineuses. Sauf qu'une ampoule métallique, c'est 1700 €. Dans un continent où le revenu moyen par habitant est de 153 $, c'est assez compliqué. La déplace a un prix relativement beaucoup plus abordable. C'est peut-être la raison pour laquelle la déplace est figurée dans la liste des médicaments essentiels au Cameroun pour les hôpitaux de catégorie 1 à 3. C'est très récent. Ça, c'est cette année-ci, 2022. C'est vraiment 2022, c'est très récent. Bon, on peut se poser la question, c'est un choix économique, c'est un choix scientifique. Moi, j'ai dit un choix raisonnable, les deux. Il faut quand même bien se dire qu'en termes de réperfusion, techniplase et antiplase, c'est pareil, 60%. Petit avantage, vraiment léger pour la techniplase en termes d'hémorragie, mais pour un pays comme le nôtre, ça reste un choix, pour moi, qui est raisonnable en termes d'accessibilité et de coût. Donc, ce qui veut dire que pour le Cameroun, c'est pas pour les autres pays, le médicament est disponible à la CENAME, qui est l'organisme des commandes de médicaments dans les formations sanitaires publiques, pour ceux qui ne savent pas. Il reste à nous, les cardiologues, de faire le plaidoyer auprès des responsables de formation sanitaire pour que ce soit disponible, mais en tout cas, en théorie, le médicament est disponible dans la liste des médicaments essentiels. Merci.